Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est iWeek comme tous les mardis soirs ou presque sur Watch TV. On est ensemble pour une heure avec les copains que vous voyez derrière moi. On va tout de suite aller les retrouver. Une semaine avec de l'actu, beaucoup d'actu et de l'actu qui arrive encore il y a quelques instants. On va vous en parler tout de suite. Les copains de ce soir, je vous les présente tout de suite. On va faire le tour des aiguilles d'une montre. Gilles Dounès, salut Gilles. Salut Benjamin. Rédacteur en chef, directeur de la rédaction de MacPlus.net. Comment ça va Gilles ce soir ? Ça va. Ça va. Merci. Ça va. Tu étais comme nous sur ton mail, puisqu'il y a quelques instants, il y a une info concernant l'Apple Watch qui vient de tomber. On va en parler dans 3 secondes. D'abord, quand même, le tour de piste avec Eli Abitbol. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Comment ça va Eli ? Oh, c'est pas toi ça. Écoute. Toi, tu es là. Ça va bien, tout va bien. Ravi d'être de retour. Eh ben, écoute, ravi de t'avoir aussi, Eli. On va rappeler que tu es revendeur Apple. Tu es à Nice. Absolument, à Nice et à Cannes. Et donc, dans l'univers Apple depuis 1980. Voilà. Et c'est MCS. Tu es une des mémoires vivantes de cet écosystème Apple qu'on suit toutes les semaines dans iWeek sur Watch TV. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu vas pour la première fois nous faire partager l'un de tes souvenirs, un vieux souvenir, parce qu'on parlera avec toi tout à l'heure de l'Apple II. Ça va pas nous rajeunir. C'est vrai. Avec une affiche que j'avais oubliée et qui manque pas d'intérêt. Je sais pas si Grégoire la connaît cette affiche. On verra avec lui tout à l'heure. Salut Grégoire. Il n'était peut-être pas né. Et t'es peut-être pas né, Grégoire, c'est vrai ? C'était quelle année ? C'était quelle année ? 1977. Ah oui, non. Non, t'étais pas né. Écoute, tu vas peut-être apprendre quelque chose, ça tombe bien. Comment ça va, Grégoire ? Écoute, ça va très bien, et toi, Benjamin ? Écoute, en pleine forme pour cette iWeek. Rappelle-nous l'actu techno, le site et le magazine. Et le magazine, ouais, il est là, juste là. Voilà. À côté de moi. Donc toujours en kiosque, le premier numéro avec un dossier sur Netflix, un dossier sur le droit à l'oubli et l'interview d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Et puis si vous hésitez encore pour vos cadeaux de Noël, il y a plein de tests d'objets connectés et de produits à tous les prix, donc n'hésitez pas. Et voilà, le message est passé. Et on te soutient dans cette démarche de patron de presse, jeune patron de presse que tu es à 18 ans. J'en suis encore, Baba. Bravo, Grégoire. Voilà, on est parti pour ce 10e numéro d'iWeek de la saison. On se retrouve dans une seconde et on va entrer de plein pied dans l'actu puisqu'il y a du nouveau sur l'Apple Watch. Ça date d'il y a à peine 10 minutes. À tout de suite. Alors, du nouveau sur l'Apple Watch, c'est tombé. Vraiment, on était en train de se préparer pour démarrer l'émission et un communiqué de presse d'Apple avec une nouvelle qu'on attendait, mais pas forcément pour ce soir. Alors, quelle est cette info ? C'est un scoop de Grégoire. Grégoire, vas-y. Alors, Apple vient d'annoncer la disponibilité du développeur kit de l'Apple Watch. Donc, ça veut dire que les développeurs peuvent désormais accéder à toutes les ressources sur le site développeur d'Apple qui vont leur permettre de développer des applications compatibles avec l'Apple Watch. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps parce que si Apple a présenté l'Apple Watch en septembre, on ne savait pas encore trop bien comment on allait pouvoir développer les applications, qui allait avoir accès au développeur kit et des choses comme ça. Là, maintenant, c'est plus clair. Tous les développeurs enregistrés avec un compte de développeur iOS ont accès au développeur kit de l'Apple Watch et peuvent donc configurer ou mettre à jour leurs applications pour qu'elles prennent en charge l'Apple Watch. Alors, on dirait pas, mais ce qu'on voit là, c'est la vidéo qui est en ligne depuis quelques instants sur, ça bouge enfin, sur le site d'Apple. Une vidéo qui est une sorte de premier guide à l'intention des développeurs pour leur expliquer comment s'y prendre pour commencer à développer pour la montre, c'est ça ?
Absolument. Et pour leur donner envie aussi de développer, donc Apple commence par donner quelques applications types pour montrer ce qu'on peut faire avec le kit de développement. Et ensuite, il y a des instructions et des petits conseils, donc ce qu'ils appellent un framework, donc un cadre qui leur permet d'utiliser leur code et l'adapter à l'écran de l'Apple Watch et à la manipulation de l'Apple Watch. Ouais. C'est toujours très bordé chez Apple le développement, donc les règles sont extrêmement précises au niveau affichage, au niveau interface, donc ça va être assez coton de faire des choses un peu sérieuses sur un écran aussi petit. Voilà, pour les spécialistes, là vous avez en fait du Xcode, donc il vous montre comment vous chargez le framework dans Xcode, et là derrière vous allez pouvoir placer donc sur un écran d'Apple Watch un certain nombre de choses. Là, par exemple, ce sont des endroits physiques. Et puis après, il y a je pense, si c'est comme pour un iPhone, il y a un simulateur d'Apple Watch qui permet de tester l'application comme si on avait une Apple Watch sans l'avoir. Ouais. Évidemment, ça évite à Apple d'envoyer des Apple Watch à tous les développeurs. Sinon, à mon avis, ils crouleraient sous les demandes, à commencer par la mienne. Voilà. Donc, Ce qu'Apple annonce aussi dans le communiqué de presse, c'est que a priori le lancement de l'Apple Watch sera accompagné du lancement d'iOS 8.2, puisqu'on nous annonce que grâce à la version bêta 8.2 du SDK iOS, les développeurs peuvent maintenant utiliser WatchKit. Donc a priori iOS 8.2 ce sera pour la compatibilité Apple Watch. Voilà, sachant que sachant qu'on en est maintenant à la version 8.1.1. Depuis ce soir. Elle est sortie cette semaine. Hier soir. Hier soir, je crois. Ouais, moi, j'ai reçu une notification ce soir, effectivement, donc c'est tout récent. Ça veut dire que la prochaine mise à jour un peu conséquente d'iOS, ce sera pour l'Apple Watch. Oui, et la 8.2. Oui, exactement. Hein, Gilles ? Oui, la 8.2 est disponible en bêta pour les développeurs avec la nouvelle version de Xcode. C'est ça. Donc, ils ont tous les outils pour travailler maintenant. Voilà, ça veut dire que Ce qui peut nous laisser penser que ça va arriver assez vite, parce que iOS 8.1 est sorti il y a déjà un mois. Donc on peut penser que ça sera vraiment tout début de l'année prochaine. Ouais. Mine de rien, c'est un jour important, non ? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais ça veut dire que là, tout dans le monde entier, des développeurs ce soir vont faire une nuit blanche. Ah bah oui. Parce qu'ils vont se jeter code. dessus. Hein. Ah oui, bien sûr. Et c'est la première fois, je pense, qu'ils mettent à disposition un kit de développeur pour quelque chose qui n'est pas sorti. L'objet n'a pas encore été dans les mains, à part quelques privilégiés chez Colette ou dans deux. Il me semble qu'il y a eu une autre présentation dans le monde en Chine, hein, c'est bien ça. Je suis même pas sûr. Non. Je crois que Colette, c'était le seul endroit au monde où on a pu l'approcher depuis la keynote. Hein. Ouais, pour moi, c'est le seul endroit aussi. Ouais. Il y en a pas eu d'autres. Et donc, c'est la première fois qu'ils lancent, ils mettent dans les mains des développeurs un kit de développement pour qu'ils puissent fabriquer des applications pour un objet qui n'a pas été dans les mains du grand public, ni même... il a juste été montré en vidéo. Il n'y a pas de réalité tangible pour l'instant. Donc, mais est-ce que c'est pas la meilleure solution pour Apple, parce que il se serait rendu compte que voilà, toutes les montres connectées qui sortent sans vraiment d'application compatible. Il manque cette killer app qui va te faire acheter à tout le monde une montre connectée. Est-ce que c'est pas un moyen justement de trouver cette killer app en faisant travailler les développeurs plutôt que de tout faire eux-mêmes? Non, parce qu'ils ont l'habitude de faire travailler un certain nombre de gens, y compris en les enfermant pendant 3 semaines presque. Oh, comment, Gilles, allons. À Cupertino, en leur disant de quoi manger par une chatière sous la porte. Et donc, jusqu'à présent, les développeurs étaient avec des contrats de non-divulgation assez stricts et préparaient leurs applications en avant. Et elles étaient montrées pendant la keynote de lancement. Là, ils jouent. C'est plus l'élite des développeurs qui sont choisis sur des critères de confiance. Là, le kit de développement est mis dans les mains de la multitude et ça devrait donner des résultats assez intéressants. On devrait avoir un lancement en grande pompe qu'on a pu l'avoir pour
pour l'iPhone en 2007, quand l'objet a vraiment été dans les mains. Ça devrait être intéressant de voir ce que Cupertino aura choisi de mettre en avant. J'en On profite parie pour une sortie à peu près pour le printemps maintenant. Ouais, c'est ce Moi, que... je parie sur avant même. Hein. Non, je crois pas. Les développeurs, il leur faut 3 mois pour sortir des produits aboutis. Alors, je sais pas si le son vient de chez vous ou d'ici, mais en tout cas, la vidéo continue. Elle est assez longue, Ellie, hein? Oui, elle fait, je crois, 21 minutes. Ouais. Donc finalement, c'est sans doute... Alors, on va pas la voir en entier maintenant, mais c'est sans doute, on va dire, à partir d'aujourd'hui, la démonstration, en tout cas, les captures d'écran et les images de l'Apple Watch les plus complètes qu'on va pouvoir trouver, hein. Oui. Il y a une petite photo, tu as vu, du futur campus d'Apple. Il profite au passage pour... Bien vu, Ellie. C'est vrai que c'était ça sur le cadran, exactement. Voilà donc pour l'info de la soirée. Hein, c'est tombé à 19h50 à peu de choses près. Donc voilà, le kit de développement de l'Apple Watch est disponible si vous êtes développeur. Si vous avez un compte développeur, vous pouvez aller chercher tous ces outils dès maintenant et donc accéder à cette vidéo sur le site. Alors, il ne faut pas de compte pour voir la vidéo, je crois. Hein, developer.apple.com/ Non, puisque, voilà, WatchKit. WatchKit, voilà, /WatchKit, voilà, c'est comme ça qu'on a affiché cette vidéo à l'instant. J'étais en train juste de rappeler que si vous voulez intervenir ou nous envoyer vos réactions à ce qui se passe dans l'émission, vous avez évidemment le hashtag en bas de l'écran iWeekTV. Les messages arrivent sur l'écran à côté de moi et donc je vais les relayer pendant toute l'émission à nos invités. Profitez-en, c'est fait pour ça et c'est fait pour vous. Dans l'actu de ce mardi, alors on a pas mal de choses à voir tout à l'heure. Il y a une actu assez parisienne et assez française qui date de ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez le SATIS. Hein, le salon des technologies de l'image et du son. Le SATIS a ouvert ses portes donc ce matin, ça dure 3 jours, porte de Versailles. C'est le salon de tous ceux qui font de la production vidéo, de la télé, et assez naturellement on trouve pas mal de Mac dans ces 2 halls du SATIS. Porte de Versailles, c'est un nouvel emplacement, hein, puisque jusqu'à l'année dernière, il était ailleurs. Je ne vous dis pas où, parce que ce sera la question de notre jeu tout à l'heure. Pour vous faire gagner un cadeau. Et donc, je ne vous dis pas où était le SATIS avant de revenir porte de Versailles, mais il a changé d'endroit pour cette édition 2014. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cadreurs, de réalisateurs vidéo. Là, c'est une des stars du salon, hein, c'est la C100 Mark II de Canon. Et puis là, on aperçoit un camion qui a été aménagé entièrement par Blackmagic avec son matériel de production vidéo. Et là, les fameux racks Skype avec Skype TX, donc la nouvelle version dédiée aux diffuseurs, aux chaînes de télé. On monte en gamme, mais on monte aussi en prix, puisque Skype est gratuit, on va dire, pour un usage public, mais pour un usage professionnel, il faudra maintenant passer par ces racks qui sont proposés, qui vont sortir dans les semaines qui viennent à un prix qui commence à 3 000 € à peu près. Donc il faut quand il en faut 4, un prix défiant toute concurrence. Voilà, quand il en faut 4 comme sur Watch, et tout de suite ça fait mal forcément. Alors à propos du SATIS, je suis allé rencontrer un des acteurs qui devient maintenant très important sur le marché Mac. C'est un fabricant de solutions de stockage de disques durs que vous connaissez sans doute, c'est G Technologies. Je ne sais pas si vous les connaissez, les amis. Absolument. Oui. Hein, c'est une marque assez jeune, mais qui propose vraiment du matos de très 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 bonne qualité. Et je suis allé voir Mark Anderson, l'un des ingénieurs de G Technologies, pour lui demander en fait quels étaient aujourd'hui les avantages du Thunderbolt, et notamment du Thunderbolt 2 par rapport à l'USB 3. Et je lui ai demandé si Apple avait toujours un net avantage en termes de technologie. Voilà l'interview. Pas eu le temps de la traduire parce qu'on arrive vraiment à l'instant de la porte de Versailles, mais elle sera sous-titrée dans la version replay de l'émission. Thunderbolt 2, in terms of its performance, in the real world is about 3 times faster in terms of data transfer.
I mean, it's rated for 20 gigabits per second, which is 4 times faster than USB 3 is rated. But it's also such a nice stable interface. It provides a huge advantage in terms of being able to both move data quickly, but also to use it to connect other devices, not just storage, as USB 3 is primarily for storage. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de hub Thunderbolt sur le marché? On est très limité en fait. Correct. Well, that's where Thunderbolt has one of the advantages over USB, in that you can daisy chain Thunderbolt, which is also why it takes more technology to have a device with 2 Thunderbolt ports than 1, which is why something that you can daisy chain will typically be a little bit more expensive. But it adds that functionality of being able to use that same one Thunderbolt port on your computer to connect up to 6 devices. So you don't really need a hub. There aren't any hubs available currently. That's a technology that hasn't been developed, and it's a challenge. But if you have a new Mac Pro with 6 Thunderbolt ports and can put up to 6 devices on each one, not such a big deal. But even all the new Macs that are all shipping with Thunderbolt 2, even the Mac Mini now, the new Mac Mini has 2 Thunderbolt ports. So that means you can connect up to 12 devices between those 2 Thunderbolt ports. So the Retina, the iMac 5K, and the Mac Mini all have 2 Thunderbolt ports each. So plenty of connectivity there without a hub. Voilà, Marc Anderson de G-Technology. Alors du coup, j'ai appris un truc que j'avais pas remarqué au moment de l'annonce, c'est que le Mac Mini a effectivement 2 ports Thunderbolt désormais. Voilà. Et moi, j'ai appris qu'on pouvait enchaîner jusqu'à 6 périphériques. Voilà, donc, sur chaque port Thunderbolt. C'est ça. Donc sur un Mac Pro, si vous pouvez mettre 6 périphériques sur chacun des 6 ports Thunderbolt, 36. Ça fait 36, voilà, ça fait 36. Enfin, je veux pas voir le bazar qu'il y a derrière le Mac Pro si t'as 36 ports Thunderbolt. Hein. Ouais, mais bon, le Mac Pro est joli, puis derrière t'as un espèce d'amoncellement de câbles. Oui, mais la machine le supporte, et c'est vrai que c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Voilà. Encore faut-il à utiliser des périphériques qui ont 2 ports Thunderbolt pour entrer par l'un, sortir par l'autre. C'est pas forcément le cas de tous les disques durs. Il y a pas des multiprises. Il y a pas des multiprises. On peut pas appeler ça comme ça, mais des multiprises Thunderbolt. Hein. Bah justement, si tu avais écouté ma question dans l'interview, Grégoire, j'ai écouté. C'est un gros challenge. C'est la réponse qu'il a paru. C'est exactement ce que je vais demander. Et en fait, non, il y a pas de l'équivalent des hubs USB n'existe pas en Thunderbolt. Belkin n'a pas quelque chose de cet ordre-là? Non, je crois que ça a été Si, attends, si. J'ai vu ça la semaine dernière. Alors, si vous êtes sur Twitter, alors tu sais quoi, on va faire appel à ceux qui nous regardent. Vous êtes sur Twitter et vous savez de quoi on parle, ou plutôt vous avez la réponse que nous n'avons pas. Envoyez-nous l'info avec le hashtag iWeekTV, parce que effectivement, je crois qu'il y a quelque chose. Belkin a sorti un dock Thunderbolt 2. Oui, mais c'est un dock, c'est pas un hub. Ouais. Ça permet de rajouter en fait des ports, mais pas forcément d'avoir plusieurs ports Thunderbolt. Absolument, Ellie, c'est exactement ça. Oui, parce qu'on le vend, c'est pour ça, je l'ai déjà vu. En fait, ça va via le Thunderbolt, tu vas rajouter de l'USB 3, tu vas rajouter une prise réseau, enfin voilà. Ouais. Mais ça ne te démultiplie pas. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est une station d'accueil Thunderbolt 2 Express Dock HD. Voilà, mais ça ne te démultiplie pas le port Thunderbolt si tu n'en as qu'un ou deux sur ton Mac. Combien on pouvait chaîner de FireWire en 800? C'était pas 8? Ah, alors une question de Gilles. Alors là, ça nous renvoie à des souvenirs un petit peu anciens. Parce que si on peut démultiplier de cette manière les ports Thunderbolt 2, c'est un vrai progrès en termes de connectivité, au-delà même de la vitesse. Ouais. J'ai vaguement un souvenir qui allait au-delà de 6 en tout cas. Je dirais entre 8 et 12, mais voilà, pareil, si vous avez la réponse, Twitter, iWeekTV, combien peut-on chaîner de périphériques en FireWire 800 sur un Mac? Voilà, si vous pouvez nous aider à retrouver nos souvenirs,
on a un peu la mémoire qui flanche ce soir. Voilà, ce soir, on n'est pas. On est il pleut depuis 2 jours. Je sais pas comment c'est chez toi, Élie, mais nous on est sous la flotte et donc voilà, on a besoin de votre aide. Mais nous ça va mieux aujourd'hui. Voilà. Mais on a passé des journées terribles. Hein. On était inondés. C'était la catastrophe parce qu'on n'est pas habitué nous à la pluie. Donc il a plu en 3 jours, l'équivalent d'1 mois et demi. Donc voilà. Mais là, maintenant, ça va. Aujourd'hui, il faisait un soleil radieux. Bon, bah écoute, tant mieux. Et ça ne nous donne pas la réponse, mais on compte sur vous. En termes anecdotiques, il me semble avoir vu une démonstration Intel, mais à l'époque, c'était de l'USB, hein, donc pas du FireWire. On a introduit une 3e question. Et Intel avait fait une démonstration lors d'un CES dans une salle. Ils avaient connecté 120 périphériques, mais bon, avec des hubs. Mais c'était la limite absolue, 120 périphériques connectés sur un même ordinateur. D'accord. À l'époque, ils appelaient ça, non pas Thunderbolt, mais Lightning, hein? Non, Live... Oh, je sais plus. Je crois que c'était Lightning comme le nom de la prise. Ah ouais. Ouais. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants de Lightning. Je voudrais qu'on dise un mot de la mise à jour de Yosemite. La 10.01. Voilà, la 10.10.1. C'est ça, oui. Pour être très précis. Est-ce que vous avez, vous, constaté avec la première version de Yosemite de vrais problèmes sur le Wi-Fi? Parce qu'apparemment, c'est un problème récurrent. Oui, j'ai testé l'iMac 27 Retina. Et alors, régulièrement, sur ce type de machine, avec le Fusion Drive ou le SSD, il démarre plus vite si on ne met pas le mot de passe au début. Il va plus vite que le Wi-Fi ne se réveille, ce qui fait que quand on a des applications ouvertes connectées à Internet, il commence par dire qu'on n'est pas connecté. Mais là, le retour de veille en Wi-Fi était problématique. Il fallait recliquer sur l'icône de Wi-Fi et le réseau sélectionné pour de nouveau retrouver sa connexion. Et avec une prise à main en distance, ça pouvait poser des problèmes. Et c'est vrai que sur le MacBook Pro Retina que j'utilise, le Wi-Fi, alors c'est des réseaux, j'utilise toujours les mêmes réseaux Wi-Fi, hein, c'est celui du bureau, c'est celui de la maison, voilà. Mais pourtant, parfois, j'arrive dans un lieu où le Wi-Fi est enregistré, je veux me connecter et je vais pouvoir essayer 3-4 fois. Le Mac va me dire impossible de se connecter au réseau Wi-Fi, ouvrez le centre réseau et partage, enfin voilà. Et je suis obligé de couper le Wi-Fi et de le remettre, ou même parfois de redémarrer le Mac. Oui, il est en grisé, c'est pas... C'est vrai. Alors, on pensait mais là, ça va mieux. On espérait que cette mise à jour allait résoudre le problème du Wi-Fi, qui est quand même apparemment le problème numéro 1 de très loin. Apparemment, c'est un peu mieux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'installer et de constater une différence. Moi, je l'ai installé ce matin et je pense que ça va un peu mieux. On n'a pas encore assez de recul. Moi, j'ai pas encore eu le temps, ouais. Tu avais toi aussi des problèmes, Élie ? Oui, pas moins que ce que j'ai entendu, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Et là, en tout cas, depuis ce matin, ça va bien. Bon, bah écoutez, donc vous pouvez sans doute, après avoir respecté les 48 heures d'usage d'Élie, faire la mise à jour 10.10.1 de Yosemite. Et notez qu'on a Quark 67 qui répond à notre question de tout à l'heure. Le FireWire 400 et probablement 800 aussi peut connecter jusqu'à 63 périphériques. Ah, voilà. 63 périphériques. Oui, ce qui fait qu'avec 2 ports, on arrive à 120 et quelques aussi. Exact. Eh ben merci beaucoup Quark. Alors, je voudrais qu'on jette un œil maintenant à Mac+, donc le site de Gilles. Tu l'évoquais tout à l'heure. Tu as testé de manière très intensive et à la fois très profonde l'iMac 5K Retina. Oui. Quelles sont les conclusions de ton test, Gilles? Est-ce que tu as été réellement impressionné par cette machine? Oui. Il y a vraiment un truc, c'est une machine de production pour la 4K. Les premiers téléviseurs grand public commencent à devenir accessibles. On a 1500, 1250 des offres maintenant chez LG, pour pas les nommer.
l'iMac 27K est là pour fabriquer des... Alors non, 5K pour l'instant, 27 pouces. 27 pouces et 5K. 27K, ça fait beaucoup. C'est énorme, oui. On te charrie, hein. On avait bien compris. 5K, donc, est là pour fabriquer des flux vidéo. On verra si Watch TV un jour est en 4K à ce format, je le souhaite. Écoute, ça viendra sans doute, mais on n'est pas trop pressé, hein, parce que... Voilà. Les encodeurs Skype de 4K, ça doit être quelque chose. Hein. Et donc, alors Gilles, je t'en prie. Et même avec le son, quand l'iMac démarre, il y a des basses profondes sur le shim, là, le son de démarrage, c'est vraiment impressionnant. Et quand on est sur un film, on a vraiment l'impression d'être au cinéma avec ces basses particulières qui sont pas des basses audiophiles, qui sont vraiment pour porter la voix et les dialogues. Comment dire, c'est une vraie alternative au Mac Pro qui n'a pas encore d'écran au même standard. Ça serait tardé, puisqu'il y a eu un investissement particulier d'Apple en termes d'ingénierie pour cet iMac et pour cet écran. Donc, ils vont vraisemblablement amortir et lisser les coûts de développement avec un écran spécifique. Mais c'est vraiment une alternative au Mac Pro plus un écran ou deux avec un iMac 24. Si on doit faire de la production sur ce type de format, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement réussi. Mm-hmm. Pour la photo aussi, si on a du moyen format à traiter, des fichiers de 60 ou de 80 mégapixels, c'est vraiment l'outil qui est taillé pour ce type de travail. Ça veut dire que pour toi, l'évolution, elle va bien au-delà de la simple résolution de l'écran, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est sur un saut qualitatif. Les premiers dispositifs de prise de vue, de captation grand public arrivent, y compris sur des smartphones et avec Sony. C'est vraiment le pas à venir pour la télévision et l'audiovisuel. Oui, c'est vrai que oui, Grégoire, tous les nouveaux smartphones haut de gamme qui sortent là sont à part l'iPhone, hein, voilà, on va le dire, à part l'iPhone sont capables de filmer en 4K en Ultra HD. C'est le cas du LG G3, c'est le cas du Sony Xperia Z3, c'est le cas du Galaxy S5. Enfin voilà, du Galaxy Note 4, même le Galaxy Note 3 le faisait, je crois. Tous les derniers smartphones haut de gamme sont capables de filmer en 4K. Oui, maintenant, ça sert à quoi de filmer avec un smartphone en 4K pour diffuser chez qui ? Puisqu'aujourd'hui, la 4K, c'est bien, mais il n'y a pas d'émission de télé, il n'y aura pas d'émission de télé en 4K avant 2-3 ans. Hein, donc, non, on est bien d'accord. L'argument, c'est de dire que la 4K, filmer en 4K, permet de tirer des images, de faire comme une capture d'écran en fait de la vidéo, tellement la qualité est bonne. Donc, c'est de récupérer des images derrière dans sa vidéo. C'est vrai, pour avoir beaucoup de stockage. Après, le problème, c'est que déjà, il faudrait que l'ensemble des diffuseurs télé soient Full HD, ce qui est loin d'être le cas, pour des raisons de bande passante. Si toutes les chaînes émettaient en Full HD, on pourrait commencer à parler de la 4K, mais c'est pas le cas. Mais la fibre est là pour ça aussi. Oui, mais la fibre, tout le monde ne l'a pas. Enfin, j'en ai entendu parler ce matin de la fibre et voilà, 8 millions il y a beau avoir 8 millions de foyers éligibles, on n'y est pas encore, quoi. Hein. Alors tiens, justement, nous, on est au centre de Cannes, par exemple, à côté de la rue d'Antibes, et on n'a pas la fibre. Comme quoi, voilà. Même dans la ville du cinéma, la fibre, c'est pas ça. Non, mais ouais, c'est le problème. Alors justement, Grégoire, parce que tu l'évoquais, ce matin, tu étais à la conférence de presse de SFR. Exactement. Moment forcément très particulier pour SFR puisque on est on est en plein rachat par Numéricable avec ces jours-ci, ces heures-ci. Le rachat sera acté fin novembre. Voilà, pas mal de jeux de chaises musicales au profit de cadres de Numéricable qui sont en train de prendre les rênes, si j'ai bien compris, du côté de chez SFR.
les trois quarts la moitié ou les trois quarts du comité exécutif d'SFR s'est fait remercier dans les deux sens du terme pour pouvoir arriver à la place des responsables de Numéricable qui entouraient déjà Patrick Drahi, l'actionnaire majoritaire de Numéricable chez Numéricable. Voilà. Donc il est en train de mettre un peu ses pions, si je peux me permettre, au comité exécutif d'SFR. Voilà. Bon, c'est pas très surprenant, mais c'est toujours des moments particuliers, forcément. Qu'est-ce qui a été annoncé ce matin? On parlait d'une nouvelle box. Alors, une nouvelle box, nouvelle, entre guillemets, SFR annonce la commercialisation d'une nouvelle offre fibre en partenariat avec Numéricable, puisque la box qui sera fournie dans cette offre, c'est tout simplement la box de Numéricable rebrandée, donc revendue sous la marque SFR, c'est-à-dire qu'au lieu de s'appeler la box by Numéricable, elle va s'appeler la box fibre by SFR ou je sais plus quoi. L'interface de la télé, les logos ont été changés. Alors pas partout d'ailleurs, c'est intéressant pendant la démo de ce matin, quand on met par exemple, il y a une fonction sur la box de Numéricable qui permet de revenir au début du programme qu'on est en train de regarder à la télé. Et on voyait encore le logo Numéricable s'afficher quand ils nous ont fait la démo. Donc bon, on sent bien que SFR Numéricable, ils ont fait ça un peu vite et que voilà. Mais du coup, SFR propose cette fibre-là en FTTLA. Alors pour rentrer un peu dans la technique, il y a deux sortes de fibres. La FTTLA qui va être la fibre optique jusque dans votre rue ou au pied de votre immeuble, et après on prend le câble coaxial pour monter jusque chez vous dans l'appartement. Et la FTTH, c'est la fibre qui va jusque dans votre domicile, c'est-à-dire qu'un technicien vient vous installer un boîtier fibre à 2 mètres de votre Livebox. Donc SFR et Orange déploient de la FTTH, de la fibre jusque dans votre domicile. Ils ont SFR à 2 millions de foyers éligibles. Et ils reprennent en plus la base de Numéricable qui a 6 millions, lui, de foyers raccordables en FTTLA, donc la fibre jusque dans la rue ou jusqu'au pied de l'immeuble, et qui vont être éligibles à cette nouvelle offre box fibre, même si SFR continuera en parallèle à investir dans la fibre jusque chez vous. C'est ce qu'ils ont promis ce matin. Bon, voilà des nouvelles. Vous êtes chez qui les amis, ils m'ont posé la question ce matin, j'ai dit Orange, ils n'ont pas aimé. Moi, j'étais chez SFR et à l'annonce du rachat par Numéricable, je suis passé chez Orange. Par esprit de résistance, c'est ça? Oui, mais comment dire? Explique-nous pourquoi d'ailleurs, c'est intéressant. C'est un problème d'investissement. Je me suis dit qu'il y aurait une période de flottement le temps que Numéricable reprenne les rênes et les investissements dans les infrastructures, et on le voit, il laisse flotter un peu les rubans, en particulier en matière de téléphonie mobile, et j'ai eu peur que ça soit la même chose pour la fibre, sachant que régulièrement les débits baissent à mesure que que les déploiements se font et que les gens se connectent. Il y a plus de gens à gérer, et donc il faut un investissement soutenu sur les infrastructures. Et j'ai eu peur de faire partie des laissés pour compte. Oui, ce que tu dis, Gilles, c'est assez vrai. Il y a eu une grosse période de flottement. Dans le mobile aussi, sauf que dans le mobile, c'est pas du tout la même raison. Dans le mobile, la période de flottement, elle a surtout été sur le déploiement de la 4G. SFR est très en retard alors qu'ils étaient bien partis au départ. Et ils se sont relâchés tout simplement parce qu'ils ont signé un accord d'itinérance, de mutualisation des réseaux avec Bouygues Telecom. Et donc, en attendant la mise en place de l'accord, on a clairement senti un peu de relâchement chez eux, et ils se sont fait dépasser largement par Bouygues Telecom et Orange, qui eux sont bien loin devant maintenant. Et SFR est plus près du niveau de Free que du niveau d'Orange. Bon, pour revenir sur la différence entre la fibre au pied de l'immeuble et la fibre jusqu'au domicile, c'est que Numéricable s'est bâti sur les débris du plan fibre en rachetant les opérateurs de fibre aux 4 coins de l'Hexagone, si j'ose dire, et on a bâti son offre là-dessus en rachetant Nous, France Télécom Câble, etc. Et donc c'est cette paire de cuivre ce fil coaxial qui passe dans les immeubles et qui fait que les prix sont déjà installés et qu'il n'y a pas les autorisations à demander au syndic d'immeuble. Donc, ils ont un potentiel de clients qui est beaucoup plus important que le reste des opérateurs qui doivent chaque fois obtenir les autorisations des syndics.
Mais par contre, la qualité est un tout petit peu moindre puisqu'on passe de la fibre optique au cuivre. Et quand on sait comment les promoteurs et les opérateurs de BTP ont parfois construit posé les lignes de câbles en dépit du bon sens, moi je l'ai vu de mes yeux, il manquait 1 mètre ou 1,50 m de câble pour aller jusqu'à la prise. Ils avaient entortillé la longueur manquante autour de ce qui arrivait de la colonne, et on avait une perte de signal qui était abominable sur du câble. C'était pas encore. Non, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand même de débit entre la fibre FTTH jusque chez vous et la fibre FTTLA jusqu'en bas de chez vous, avec un net avantage pour la fibre jusque chez vous. Bien sûr. On peut atteindre des débits qui sur certaines, alors pas toutes les fibres jusque chez vous, mais le maximal c'est 1 giga en descendant. C'est ce que fait Free, 500 mégas en montant. SFR, Orange et Free font ça. Mais bon, ça c'est un tiers des prises, et les autres sont éligibles à 500 mégas, ce qui est déjà énorme. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Écoute, moi je connais plusieurs personnes qui sont en fibre Free à Paris et qui ont 1 giga symétrique. Hein. Ouais. Ah oui, bien sûr, oui. Mais les prises 1 giga sont déployées, alors effectivement beaucoup à Paris et dans certaines grandes villes, mais pas partout. C'est-à-dire qu'il y a certaines prises fibres qui sont pas éligibles au 1 giga pour le moment. Alors en province. On va pas faire une spéciale fibre ce soir. Mais ça serait passionnant. C'est passionnant, mais on a quand même pas mal de choses à voir. Et je vois que l'heure tourne, il est 20h36 c'est vrai. Si vous nous regardez en direct. En replay, il sera forcément une autre heure. Mais ça veut dire qu'il ne reste qu'une vingtaine de minutes avant la fin de l'émission. Et je voudrais bien qu'on avance. J'ai quand même, envie de faire une toute petite parenthèse pour vous donner une très bonne nouvelle, puisque... j'ai essayé de faire flotter un petit peu le suspense sur Twitter depuis 2 jours, mais je crois que j'ai fait un bide parce que il y avait pas beaucoup de solutions, et ceux qui ont vu mon tweet passer ont assez vite compris de quoi il s'agissait. Watch va arriver chez un 4e opérateur. C'est pour après-demain. Numéricable. C'est pour jeudi. Tais-toi. C'est pour jeudi 20 novembre. Et voilà, jusqu'à maintenant, je gardais secret le nom de cet opérateur. Vous savez qu'on est déjà, depuis début septembre, chez Free, chez SFR. On est arrivé chez Bouygues Télécom la semaine dernière. Et donc, ce 4e opérateur, c'est Orange. On sera sur le canal 168 de la télé d'Orange et donc de la Livebox dès après-demain jeudi. Et donc on est très heureux de saluer, de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont pouvoir regarder Watch TV sur la télé d'Orange. Bienvenue à vous. Voilà, les 4 principales box du marché. C'est la classe quand même, Benjamin. On les a, on est très heureux. C'est grâce au travail de toute l'équipe qui fait un boulot d'enfer depuis 1 an et demi et plus pour certains. Et donc voilà, c'est une belle récompense. On est très très heureux, et donc bienvenue à Orange. Voilà. Mais bravo à toi surtout, parce qu'il faut le dire, tu peux pas te remercier toi-même, mais je pense qu'on peut le dire, c'est toi qui fais une grande partie de ce travail-là, et c'est grâce à toi. Donc bravo à toi. Ouais, écoute, bravo Benjamin. C'est gentil. Moi je suis très très heureux surtout pour toute l'équipe, tous ceux qui font les émissions sur Watch, et c'est une récompense d'un travail vraiment assidu, et on espère que vous êtes heureux que cette chaîne existe, et on est nous heureux qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Voilà pour cette parenthèse. Watch TV sur Orange, ça commence après-demain, jeudi 20 novembre, et on est très heureux. Voilà, on va marquer une toute petite pause, parce que vous le savez, on a un rendez-vous maintenant traditionnel avec notre partenaire. Il va y avoir un cadeau à gagner. Voilà, ne bougez pas, on revient dans une seconde. Alors, ce soir, à gagner, regardez, il est là. C'est un autre produit de chez Mobi. Alors, ils font vraiment des trucs très, très malins. Là, l'idée, elle est toute simple, c'est de transformer le Magic Trackpad en clavier numérique.
Vous le voyez, c'est assez simple, hein, puisqu'il y a des sortes de feuillets avec les touches, avec des touches qu'on vient placer sur le trackpad. Il y a un logiciel qu'on va télécharger et qui va permettre de modifier l'usage du trackpad. Et voilà, ce Magic Numpad transforme votre pavé tactile en véritable clavier numérique. Ça peut servir à tous ceux qui font de la compta. Ça vous évite d'acheter un autre clavier ou une extension. Et ça permet d'avoir un double emploi comme ça sur son Magic Trackpad. Alors, pour gagner ce cadeau, une question toute simple, on en parlait tout à l'heure. Le Satis qui a ouvert ses portes ce matin a lieu donc porte de Versailles, Hall 5, mais jusqu'à l'année dernière, en tout cas depuis plusieurs années, il était ailleurs. Alors, mais où donc était-il ? C'est un endroit dans le 13e arrondissement de Paris qui est en train d'être complètement transformé pour devenir un immense incubateur, sous la houlette notamment de Xavier Niel. La première pierre a été posée par François Hollande. Si. Il y a quelques jours. Voilà. Comment s'appelle cette halle dans le 13e arrondissement qui abritait le Satis jusqu'à l'année dernière ? Attention à pas faire de faute d'orthographe. Vous jouez sur Twitter avec les deux hashtags. C'est important, faut pas les oublier. iWeek TV et Mobi, M-O-B-E-E. La première bonne réponse gagne ce Magic Numpad. On est très à la bourre sur l'envoi des cadeaux. Ne nous en voulez pas. Ils sont tous là et tous les gagnants seront servis. On espère pouvoir vous les mettre à la poste à la fin de cette semaine. Voilà pour... Voilà, et Philippe Legrand te félicite, Benjamin, pour l'arrivée d'iWeek sur la box d'Orange. Eh ben écoute, merci Philippe, merci à tous ceux qui sont avec nous. On est très heureux. On va refermer cette page Mobi et on se retrouve dans un instant. Voilà, deuxième partie d'iWeek en ce mardi soir. On est ensemble jusqu'à 21h en direct, comme chaque semaine ou presque. Beaucoup d'actu. Alors, on a parlé du Satis, on a parlé de la mise à jour d'OS 10, on a parlé de ce kit de développement qui vient de sortir pour l'Apple Watch. Autre nouvelle, alors on n'est pas encore dans le sûr et certain, mais en tout cas, ça a l'air bien parti. Une nouvelle qui va faire plaisir à tous ceux qui ont un appareil sous iOS et qui ont besoin de le recharger. La fameuse prise Lightning, eh bien Apple apparemment va lâcher un peu de lest et va permettre aux fabricants qui le souhaitent de l'intégrer de manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre. On a juste envie de dire enfin. Bah ouais. Parce que bon, les messages nous disant oui, ce chargeur n'est pas reconnu, ceci, cela, cet accessoire n'est pas compatible, machin chouette, c'est bien gentil, mais bon, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Mais tu sais, tu dis enfin, mais je crois que ça a rarement été le cas, hein. Ça, oui, mais oui, non, mais je sais bien, Benjamin, mais c'est bien justement que ça arrive maintenant. Ouais. Parce qu'on est il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, à part les téléphones d'Apple, tous les smartphones sont micro USB, quoi. Donc, et le micro USB est pour le coup une technologie que tout le monde peut utiliser comme il veut. Mais Apple a un adaptateur, tu le sais. Oui, vendu 30 €, minuscule et qu'on perd au bout de 2 jours. C'est ça. Pas d'ordre. Mais tu connais la maxime, un adaptateur perdu, un adaptateur revendu. Voilà, c'est ça. À 30 € l'adaptateur, c'est juteux comme business. Donc, il dit ça, ils vendent des adaptateurs. Bon, mais oui. Bon, ça veut dire qu'on va trouver du Lightning moins cher et sans doute sous des formes beaucoup plus variées. C'est ça que ça veut dire ? Oui, exactement. On va avoir plus d'accessoires compatibles Lightning. Gilles ? Oui, il manque pas mal de... Comment dire ? Déjà, chez Apple, il n'y a pas de dock, pas encore de dock pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Et chez les équipementiers, l'offre est relativement peu importante et on n'a pas de sortie en plus pour le son. On est obligé de passer par le Bluetooth, donc on a toujours quelque chose de bancal et il y a en plus la rétrocompatibilité qui est pas forcément bonne entre
les nouvelles versions de l'OS et puis d'iOS et les anciens appareils électroniques comme les autoradios ou les docks, etc. C'est il y a du progrès à faire de ce côté-là. Bon, mais c'est une bonne chose, on est d'accord. Oui, tout à fait. Bon, un autre changement à venir. Alors c'est sur MacG que j'ai vu ça tout à l'heure. Apparemment, des instructions ont été données dans les Apple Store pour que demain un changement symbolique ait lieu. Alors, vous avez vu passer ça? Oui. Tous les vendeurs Apple jusqu'à présent dans les Apple Store ont des badges autour du cou avec leur prénom dessus. Voilà, comme on voit là, Adrien. Et ben à partir de demain, ils auront donc toujours un badge autour du cou, mais sans leur prénom. Ils seront obligés de se présenter par eux-mêmes. Et pourquoi? Bonne question. On est dans le marketing pour être plus proche du client. Non, moi je trouvais ça pas mal les prénoms, mais bon. Oui, Elie. Il y a eu donc une interview d'Angela Ahrendts. On lui a posé la question et elle a répondu qu'elle voulait que justement les employés fassent l'effort de se présenter et que ça permettait d'entamer une convivialité dans le dialogue. Donc elle voulait absolument que les gens se présentent. D'accord. Bon. Non. Est-ce que c'est un grand changement? C'est un point de vue. En tout cas, voilà, il faudra demander les prénoms des vendeurs à partir de demain, apparemment. Alors, je crois que c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Hein. Ah non, tous les badges changent, hein, Benjamin. Changent, oui. Ah ouais? J'ai lu que c'était encore... voilà. Non. Dernier jour, aujourd'hui, c'était le dernier jour avec ces badges-là, et demain, ça change. D'accord. Apparemment, tous les Apple Store ont diffusé une vidéo de la grande patronne maintenant des Apple Store pour expliquer en quoi il fallait... modifier légèrement le comportement des vendeurs en magasin, sans doute pour être encore plus compétitif. Disons que là, il se rapproche un peu de ce qu'on faisait nous. Nous, on avait refusé, alors qu'Apple nous avait incité fortement à le faire, de mettre des noms, donc les prénoms dans des badges. Donc on avait résisté, on avait fait village gaulois, et puis maintenant Apple nous rejoint, donc c'est bien. Ouais. Si on n'a pas la mémoire. Et je crois qu'on a une bonne réponse pour le concours déjà. Très bien. Sans faute d'orthographe? Sans faute d'orthographe. Et alors non, Alexandra le Grand, ce n'est pas à la porte de Versailles. Aïe. Alexandra, elle nous a fait une. Est-ce que vous avez vu l'assiette d'Alexandra il y a quelques jours, elle nous a fait une assiette avec des éclairs au chocolat. Avec des gâteaux. Oui. Voilà. On a regretté de ne pas pouvoir les manger. C'était très sympa en tout cas. Merci. Et oui, c'est la bonne orthographe, donc on a un gagnant. Voilà, merci Alexandra. On peut pas à la fois faire la cuisine et bien répondre aux questions. À un moment, il faut choisir. Bon, suite de l'actu Apple. Bon, vous l'avez compris, il y a rien d'extraordinairement important cette semaine, à part ce dont on a parlé au début, et donc la sortie du kit de développement pour l'Apple Watch. Il y a iOS 8.1.1. Oui, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Tu veux en parler, Elie? Disons que c'est une mise à jour. On n'a pas encore très très bien compris à quoi elle sert. Tu vois. Non, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle annule le dernier jailbreak. C'est-à-dire qu'Apple l'a sorti pour arrêter le jailbreak qui venait d'être diffusé pour la 8.1, qui les a beaucoup vexés. Voilà. Non, attention, officiellement, c'est pour améliorer les performances sur iPhone 4S et iPad 2. Bien sûr, voilà. C'est vrai. Question, qui jailbreak encore son iPhone? Parce que moi, ça me semble, c'est une autre époque, le jailbreak, non? C'est vrai. Avant, on le faisait tous parce qu'on avait des choses à explorer et on a un peu arrêté. Bah oui. Non, je connais encore des gens, je donnerai pas de nom, mais je connais encore des gens qui jailbreak leur iPhone. C'est vrai? Oui. On va rappeler ce que c'est. Qui peut nous expliquer ce que c'est que le jailbreak? Benjamin? Le jailbreak, en fait, ça consiste à pouvoir modifier le système d'exploitation de l'iPhone. Donc, en introduisant un code spécial qui, au démarrage, permet de débloquer un certain nombre de fonctions et en particulier d'installer des applications qu'Apple n'aurait pas approuvées, donc de faire un certain nombre de modifications dans l'interface. Ça, c'est la partie
noble, donc pouvoir créer des thèmes, il y en a une foultitude, pouvoir rajouter des fonctionnalités avant qu'il y ait le centre de notification, il y a des gens qui l'avaient fait. Et officieusement, ça permet d'installer des applications pirates et donc un certain nombre de personnes utilisent le jailbreak pour installer un peu des applis pirates. Voilà. Alors parmi les applis, sans doute qui ont été les premières à sortir sur Cydia, parce que c'est le nom du, c'est l'équivalent de l'App Store, mais pour les iPhones jailbreakés, on va dire. Il y a sans doute eu des claviers virtuels. Je ne sais pas si vous connaissez Flexi. Ah oui, pour le record. Oui, si, pour le record. Est-ce que vous avez vu cette vidéo là? Je crois que c'est tombé aujourd'hui. La vidéo du nouveau record du monde de saisie, enfin d'écriture sur écran tactile. Le record du monde était à 18 secondes et 19 centièmes. Il a été battu de plus d'une seconde 19. D'une seconde 19 d'ailleurs très précisément, par un Brésilien, je crois, si je ne me trompe pas. Alors plutôt que d'en parler, le plus impressionnant c'est de regarder, c'est impressionnant. Alors juste avant de vous montrer la vidéo, je vous lis juste la phrase qu'il faut taper sans faire de faute pour être homologué par le livre Guinness des records. C'est de l'anglais, alors ça va être catastrophique. The razor-toothed piranhas of the genera Cerassalmus and Pigocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attack a human. Voilà. Great. 17 secondes pour écrire tout ça. Et ben voilà comment ça se passe dans cette vidéo dans laquelle on voit ce jeune homme de 17-18 ans, si je ne me trompe pas, battre ce record du monde. Voilà, il s'appelle Marcel Fernandez Filho, il est brésilien. Et c'est vrai qu'il va très très vite. Voilà, bon, un entraînement de champion de haut niveau, hein, comme vous le voyez. Et à l'heure de monter sur le ring avec les gants, qu'il va évidemment enlever. Oui, c'est pas très pratique. Voilà, vous allez le voir. Alors, on ne sait pas s'il y a eu plusieurs tentatives, mais l'inspecteur du Guinness est là. Attention, ça va démarrer, ça va aller très très vite. 3, 2, 1, go. On est à vitesse réelle. 17 seconds. Voilà, Flexi, c'était juste pour l'image, je trouvais que c'était sympa. Moi, je vais pas du tout aussi vite. Vous tapez avec combien de doigts? Un. Au moins 2. Ouais. Bon. Non, mais pour en être général, un peu 3. provocateur, on pourrait dire que l'iPhone 6 Plus est plus rapide que le Samsung qui détenait le précédent record. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parce qu'on est dans iWeek, il faut bien qu'on parle de l'Apple. Bien sûr. Est-ce que je peux rajouter un mot sur la mise à jour? Il y a à propos aussi de boutiques pirates, sur ce genre de boutique, c'était l'occasion de choper un certain nombre de cochonneries, parce que quand on déplombe un iPhone, on fait aussi sauter les sécurités, et il y a un certain nombre de cochonneries qui circulent sur les iPhones jailbreakés, déplombés. Il y avait une cochonnerie assez virulente qu'on attrapait donc en téléchargeant des... Tu parles d'informatique là, Gilles, rassure-nous. Non, je parle d'iPhone. Une cochonnerie virulente qu'on attrape? Oui, je parle d'informatique, de virus. Et qui utilisait vraisemblablement les vulnérabilités utilisées pour le déplombage, pour le jailbreak. Et il n'est pas impossible que le commentage de la brèche était là pour bloquer l'accès à ces programmes virulents, parce que ensuite il se Là, tu parles de la mise à jour qui vient de sortir. Hein. Qui vient de sortir, ouais. Parce que ensuite il se transmettait naturellement au Mac, et il pouvait. Alors, c'était pas encore extrêmement dangereux, mais c'était une proof of concept, comme on l'appelle. Une démonstration de vulnérabilité, et ça pouvait être... Oui, vas-y, Elie.
Non, je t'en prie. Juste, il nous reste 4 minutes et il y a... Mais juste un petit mot, parce que c'est important sur le jailbreak, très très rapide. Jusqu'à maintenant, c'était des équipes connues, principalement américaines, et on connaissait les membres. Le jailbreak pour iOS 8 est fait en Chine, et on ne connaît pas du tout les membres. Et moi, j'ai un peu vu la façon dont se passe l'espionnage chinois des sociétés américaines et européennes. Moi, j'ai très peur, et c'est d'ailleurs pour ça que je déconseille formellement le jailbreak. Avant, je trouvais ça sympathique. Ouais. Mais en Chine, on sait vraiment pas ce qu'ils en font. On ne sait pas quelles informations ils piquent dans l'iPhone. Absolument. C'est là où je voulais revenir. Voilà. Donc, merci de l'avoir dit à deux. C'est un travail d'équipe. Hein. Avant qu'on se quitte, je voudrais absolument vous montrer cette vidéo. Regardez, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Alors, c'est étonnant hein, parce que c'est une surprise. Oui. Voilà, on pensait pas voir revenir Nokia aussi vite, on pensait pas les voir revenir avec un aussi beau produit. Et regardez à quel point ça ressemble quand même à un iPad mini. On pensait pas les voir revenir dans la téléphonie ou dans le monde des tablettes. On pensait les voir revenir en tant qu'équipementier réseau. Mais même la vidéo est digne d'Apple hein, quand même. Hein. Absolument. Voilà le Nokia N1. La Nokia N1, ouais. Sorti là dans quelques semaines. Il sort d'abord en Chine et dans certains pays d'Europe. Je ne sais pas si la France fait partie des premiers pays à être servi. Mais ce qui est impressionnant, c'est que on est en gros sur les caractéristiques de l'iPad mini 3. Mais 2 fois moins cher. Ah, pas exactement, mais enfin on est à $249 au lieu de $399. Oui. C'est le prix d'un iPad mini le premier, quoi. Et voilà. En plus, même le connecteur ressemble à un connecteur Lightning. Ils appellent ça de l'USB-C, mais il y a une autre vidéo où on voit le connecteur et c'est hallucinant comme ça ressemble en fait à un produit Apple. Je me demande quand est-ce qu'Apple va les attaquer parce que c'est vraiment une copie conforme. Je crois que c'est la dernière génération de micro USB, l'USB-C, si je dis pas de bêtises. Mais tel que c'est présenté dans la vidéo, on dirait vraiment une tablette Apple. Oui, absolument. Voilà, juste comment est-ce qu'il faut l'appeler? Est-ce que c'est le retour de Nokia? Bah oui, parce qu'il faut savoir que là, ça y est, maintenant c'est officiel. Les téléphones Nokia... On va rappeler que Nokia a vendu sa division mobile à Microsoft. Qui depuis a transformé les Nokia Lumia en Microsoft Lumia. Vous ne verrez plus de Nokia Lumia, maintenant il s'appelle Microsoft Lumia, les téléphones sous Windows Phone. Ouais. Et il reste quand même toute une partie de Nokia qui n'appartient pas à Microsoft et qui a donc dévoilé cette tablette sous Android, qui n'a aucun rapport avec Microsoft, j'ai oublié de le préciser, on n'est plus sous Windows Phone. Voilà, c'est ça, elle est sous Android cette tablette. Et c'est une version modifiée d'Android, mais c'est Android. Donc voilà, on est sur une tablette qui n'a rien à voir avec Microsoft, avec l'ancienne division de Nokia qui nous faisait les Nokia Lumia, la Nokia, la tablette Nokia. Enfin voilà, c'est quelque chose de complètement différent. C'est comme si c'était 2 sociétés à part entière. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps. On va rester sur Nokia parce qu'il y avait cette autre info. Très honnêtement, j'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, mais vous avez sans doute, et toi Grégoire, je sais que tu n'as pas pu passer à côté, ce teasing. Ben, c'est la tablette, hein, Benjamin. C'était la tablette. Voilà. Et ben voilà, je croyais que c'était 2 produits différents. Ça ressemble plus à un Apple TV qu'à une tablette. Hein. C'est la boîte de la tablette, en fait. C'est la boîte de la tablette, voilà. Bon, j'ai fait un four pour la fin, c'est pas très grave. Peut pas tout faire. Peut pas tout faire, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de vous pour me mettre le nez dedans, comme on dit. Voilà, donc c'était la boîte de la tablette, voilà. Je voudrais vous remercier tous les 3 d'avoir participé à cette 10e itération d'iWeek pour la 2e saison de Watch TV. Merci beaucoup à Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de Mac+.net. Salut Gilles. Salut Benjamin. Élie, salut à toi du côté de la Côte d'Azur. Bonne soirée Benjamin, bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi aussi. Et puis Grégoire, on te retrouve dans l'actu techno. Exactement, version web et version papier, les deux. Très bonne semaine à vous tous. Évidemment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 20h en direct sur Watch TV. Et puis, si le Satis vous intéresse, ne manquez pas l'émission spéciale, l'édition spéciale de Broadcast Time demain soir à 20h avec Fabrice Arad, Stéphane Faudeux, MediaQuest. On sera porte de Versailles pour une émission qu'on va entièrement tourner là-bas avec évidemment des invités, toutes les nouveautés
nouveautés. Vous verrez la C100 Mark II de Canon. On verra aussi le TriCaster Mini de NewTek, qui est la nouvelle régie portable phénomène. Voilà, tout sera dans iWeek, dans Broadcast Time plutôt, demain soir à 20h sur Watch TV. Salut à tous et très bonne soirée sur Watch TV. Ciao. Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.